Bonjour, merci Gilles Leclerc, bonjour à tous. Effectivement, c'est le traditionnel moment que beaucoup attendent de la remise du prix CCR CatNat. Alors, je vais faire un petit rappel de ce prix. Maintenant, beaucoup d'entre vous le connaissent, donc, qui a été créé en 2015. Donc, nous remettrons le prix à la 6e lauréate. Ce prix vise à récompenser un travail de recherche innovant d'un jeune ou une jeune chercheur dans le domaine des catastrophes naturelles. Donc voilà, chaque année, le panel de candidats est extrêmement varié et puis les lauréats ont été extrêmement variés depuis la mise en place de ce prix. Je profite de ce moment pour remercier vraiment chaleureusement le jury du prix CCR CatNat. Bien entendu, cette année, les conditions étaient exceptionnelles, mais nous avons réussi à nous réunir, à débattre pour choisir donc la lauréate. Donc en premier lieu, je remercie Alberto Monti, le président de ce jury, professeur de droit comparé à l'université de Pavie. Les autres représentants du secteur académique, donc Philippe Dandin, directeur adjoint scientifique de Météo France, Laurence Barry, représentante de la chaire Paris, Jean-Marc Montel, professeur à l'université de Lorraine, Jérémy Romer du BRGM, Olivier Perastre de l'IFSTAR, et puis également nos représentants du secteur assurance, Jean-Louis Charluteau de Generali, Charles Dumartinet de Covea et Madeleine Sophie Desroches d'AXA. Et puis également les collaborateurs de CCR qui sont membres de ce jury. Et donc ça nous a valu des débats acharnés pour savoir qui gagnerait, qui remporterait ce prix cette année. Et donc j'ai vraiment à la fois c'est un grand honneur de remettre ce prix, puis une grande joie de le remettre à Audrey Michaud-Dubuis qui est à côté de moi pour sa thèse qui est vraiment... Bravo et bienvenue Audrey. Merci. Voilà, donc une thèse, je pense que tout le jury s'est accordé pour dire que c'était une thèse de grande qualité. Ce que je retiens, c'est trois choses. C'est une qualité scientifique vraiment reconnue. Oui, c'est bien de rappeler les critères, effectivement. Voilà, donc la qualité scientifique de la thèse, je pense qu'il apporte, alors je laisserai Audrey nous expliquer ses travaux après, mais qui apporte des avancées notables voilà, sur un péril dont on parle trop peu, je pense, qui est le volcanisme. Également, on a tous apprécié la qualité pédagogique du manuscrit. Et puis, alors peut-être que là aussi, vous nous en direz un petit mot, mais même si ce n'était peut-être pas l'objectif initial de la thèse, on a tous convenu dans le jury qu'il y avait des possibilités d'application importantes, soit au domaine de l'assurance, soit de la prévention, soit de la gestion de crise. Voilà, donc finalement tous les critères étaient réunis et nous n'avons pas hésité si longtemps que ça. Je donne donc le titre de la thèse, Dynamique des éruptions pliniennes, réévaluation de l'aléa volcanique en Martinique. Donc thèse que vous avez menée au sein de l'Institut de physique du globe de Paris, sous la direction de messieurs Édouard Kaminski et Guillaume Carazo, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, et donc nous avons hâte de vous laisser nous présenter ces travaux, voir si... Alors, moi j'avais en tête, pour moi, le volcanisme à la Martinique, c'est l'éruption du début du XXe siècle. Voilà, donc on va peut-être savoir avec votre présentation si ça reste le scénario de référence ou s'il faut un petit peu revoir notre vision du risque volcanique en Martinique. Alors, avant de vous laisser la parole, voilà, c'est... Avec Félicitations Audrey Michaud-Dubuis, donc grande gagnante cette année donc pour le prix CCR CatNat 2020. Voilà, donc je vous remets le diplôme officiel. Voilà, alors ça, le diplôme, c'est pour la gloire, c'est à mettre au-dessus du bureau, et puis ce prix est accompagné de choses plus agréables et peut-être plus concrètes qui permettront, pourquoi pas, d'aller visiter un certain nombre de volcans à travers le monde. Je l'espère. Alors voilà. Justement, Audrey, dynamique des éruptions pliniennes, c'est pour ceux qui nous regardent. Alors, je vais l'expliquer un petit peu. Vous allez nous expliquer. Oui, c'est une sorte d'éruption explosive très puissante. D'accord.
Voilà, en bref. Parfait, très bien. Mais écoutez, on vous laisse bien expliquer votre thèse. Ça vous a pris combien de temps je dirais, de travailler, d'enquêter, de faire cette thèse, de rédiger cette thèse ? 3 ans et 1 mois, très exactement. Gros travail. Oui, gros travail. Avec beaucoup de déplacements, des voyages 2 missions de terrain à la Martinique, dont une de plus de 2 mois. Donc oui, il faut savoir voyager dans ce métier, c'est sûr. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier la Caisse centrale de réassurance et le jury pour m'avoir décerné ce prix. C'est vraiment un grand honneur pour moi de voir ce travail récompensé, surtout quand on y passe autant de temps. J'en profite pour remercier mes directeurs de thèse, Édouard Kaminski et Guillaume Carazo, ainsi que mon école doctorale, Step Up et l'ANR Ravex, qui a financé ma thèse. Sans tous ces gens, je n'aurais pas pu accomplir ce travail. Donc, ma thèse porte sur la dynamique des éruptions pliniennes et la réévaluation de l'aléa volcanique en Martinique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, même si je suppose que beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'île de la Martinique est une île localisée dans l'arc des Petites Antilles, symbolisée sur la carte par une croix rouge, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est une île d'origine volcanique, dont le seul volcan actif est aujourd'hui la montagne Pelée, le plus beau volcan du monde. La carte d'aléas volcaniques actuelle, qui a été construite par le BRGM et qui représente donc la probabilité qu'un phénomène volcanique se produise, ressemble à celle-là. Plus la couleur tire vers le violet foncé, plus la zone est considérée comme dangereuse. S'il n'y a pas de couleur, c'est que la zone est considérée comme sécurisée. Alors cette carte, elle a 2 inconvénients. Premièrement, elle n'est basée que sur un seul scénario éruptif. Et ensuite, elle ne résulte pas de modélisation de dispersion de cendres. Or, s'il est quasi certain que la zone proche du volcan au nord de l'île sera impactée par une future éruption, il est aussi intéressant de contraindre l'aléa un petit peu plus loin du volcan via l'outil de modélisation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc pour cela, je me suis intéressée aux éruptions pliniennes, les plus puissantes des éruptions explosives, qui sont donc susceptibles d'impacter la Martinique entière. Alors une éruption plinienne est caractérisée par une forte explosion qui va entraîner la formation d'une colonne volcanique composée de gaz et de roches volcaniques pulvérisées en tout petits morceaux appelés les cendres volcaniques. Cette colonne, elle peut se comporter de 2 manières. Soit elle reste stable et peut s'élever jusqu'à 10, 20, 30, 40 km de hauteur dans l'atmosphère, soit elle s'effondre sous son propre poids et provoque la formation de nuées ardentes, sortes d'avalanches mais très chaudes et très rapides. Et en plus, ces 2 régimes peuvent s'alterner durant une seule et même éruption, ce qui, bien sûr, ne facilite pas la gestion de crise. Alors, afin de savoir ce que la montagne Pelée pourrait faire dans le futur, et c'est le but premier de ma thèse, il faut d'abord savoir ce qu'elle a fait dans le passé. Donc pour ça, diapo suivante, s'il vous plaît, je vais sur le terrain, sur les pentes de la montagne Pelée, et je recherche des dépôts des éruptions pliniennes passées. Alors c'est loin d'être facile, puisque les pentes de la montagne Pelée sont très raides et surtout complètement couvertes par la végétation. De plus, nous sommes en milieu tropical, les processus d'érosion sont donc très rapides, et donc il est très difficile de trouver des affleurements en bon état. Pourtant, diapo suivante s'il vous plaît, nous avons pu trouver plus de 200 affleurements tout autour de la montagne Pelée. Plus de 200 affleurements tout autour de la montagne Pelée, ce sont les points blancs sur cette carte. Et ensuite, il faut arriver à trouver à quelles éruptions appartiennent les dépôts que l'on retrouve sur le terrain. Diapo suivante. Une fois l'affleurement dégagé, voilà à quoi il ressemble, on y distingue en fait une alternance de différentes couches. Premièrement, une couche de dépôt, des éruptions pliniennes passées, puis une couche de terre, de nouveau une couche de dépôt, de nouveau une couche de terre, etc. S'il y a une couche de terre entre 2 couches de dépôt, c'est que ces dépôts n'appartiennent pas à la même éruption. Ensuite, je peux dater chaque couche de terre et ainsi avoir une idée de l'âge de chacune des éruptions. Grâce à cette méthodologie, diapo suivante s'il vous plaît, nous avons pu pour les 24 000 dernières années reconstituer l'histoire éruptive de la montagne Pelée, avec en bleu et en vert les éruptions explosives de moindre ampleur, comme celle de 1902 qui est la plus connue de la montagne Pelée, et en rouge et en violet, sur la diapo suivante s'il vous plaît, les éruptions pliniennes, celles qui nous intéressent. Les éruptions violettes sont celles que j'ai découvertes durant ma thèse et qui étaient inconnues jusque-là. Donc, diapo suivante, sur 24 000 ans, la montagne Pelée est entrée en éruption au moins 34 fois. Et une éruption plinienne s'est produite environ tous les 1800 ans. Sur le terrain, sur la diapo suivante, nous allons voir, j'ai également mesuré à chaque affleurement
l'épaisseur des dépôts et la taille des pierres ponces, ces roches très légères caractéristiques des éruptions pliniennes. Alors ces mesures, elles me permettent de retrouver le volume de dépôt de chaque éruption, puisque plus le dépôt est épais sur le terrain, plus le volume sera grand, et la puissance de l'éruption, puisque plus je retrouve des pierres ponces grandes, même loin du volcan, plus l'éruption a été puissante. Et j'ai pu constater que toutes les éruptions pliniennes de la montagne Pelée ont à peu près les mêmes volumes et les mêmes puissances. Par contre, elles se distinguent dans leur axe de dispersion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous pourrez voir sur ces cartes que l'éruption P1, par exemple, l'éruption plinienne la plus récente de la montagne Pelée, a envoyé son matériel plutôt au sud-ouest, l'éruption P2 plutôt au nord-est, et l'éruption Bellefontaine plein sud en direction de l'actuel Fort-de-France. Et tout ça à cause du vent qui soufflait au moment de l'éruption. Diapo suivante. En fait, grâce au vent, la colonne volcanique va ingérer, avaler de l'air atmosphérique. Ce mélange entre la colonne et l'atmosphère, dû au vent, est aujourd'hui très mal compris. Pourtant, de son efficacité va dépendre la stabilité de la colonne volcanique, ou plutôt son effondrement sur elle-même. Donc pour essayer de mieux contraindre ce mélange, j'ai réalisé des éruptions pliniennes en laboratoire, et vous pouvez voir sur cette diapo une photo d'une de mes expériences, et constater que ce que nous obtenons en laboratoire ressemble pas mal à la réalité. Une fois que j'ai bien contraint ce mélange, je peux l'incorporer à un modèle informatique qui me permet de simuler des éruptions par ordinateur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ce modèle, il consiste en une suite d'équations qui vont décrire la colonne et son évolution dans l'atmosphère. Il y a deux paramètres qui déterminent si une colonne sera plutôt stable ou si elle s'effondrera sur elle-même. Le débit de l'éruption, que vous voyez en ordonnée, et la teneur en gaz dans le magma en bas, en abscisse. En réalisant plus de 3600 simulations, j'ai pu aboutir à cette courbe qui marque en fait la frontière entre un domaine où la colonne sera stable et un domaine où la colonne s'effondrera sur elle-même. Ce type de graphique est assez important puisqu'il nous permet de voir dans quelle gamme de valeurs la colonne sera stable. Et justement, c'est une colonne stable qui pourra impacter l'île de la Martinique entière. Donc maintenant que je connais ces gammes de valeurs, je peux les incorporer dans un autre modèle qui me permet de simuler la dispersion de cendres, cette fois-ci sur l'île de la Martinique, et donc de réévaluer l'aléa volcanique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc dans ce modèle, j'incorpore 12 profils de vent moyens mensuels qui sont basés sur 40 ans de données de vent à la Martinique, et je teste 16 scénarios éruptifs qui sont basés sur l'histoire éruptive de la montagne Pelée. En réalisant un grand nombre de simulations, j'arrive à aboutir à cette carte, qui est la nouvelle carte pour l'aléa retombée de cendres à la Martinique. Alors si on compare cette carte avec l'ancienne carte aléa retombée de cendres, sur la diapo suivante s'il vous plaît, qui a été construite par le BRGM, eh bien nous pouvons constater que, contrairement à l'ancienne carte, la Martinique entière est concernée par l'aléa retombée de cendres, y compris la zone de Fort-de-France, qui est la zone la plus peuplée de l'île. Sur cette carte, sur cette nouvelle carte, l'aléa est fait à partir de l'épaisseur du dépôt. Le dégradé de couleur que vous voyez et les petites valeurs encadrées représentent une épaisseur de dépôt en centimètres qui a été simulée par le modèle. Afin de rendre cette carte un petit peu plus facile d'utilisation, j'ai combiné ces épaisseurs à des seuils d'endommagement que j'ai trouvés dans la littérature pour aboutir à la dernière carte sur la diapo finale, s'il vous plaît. Voilà, où on constate qu'il y a 4 niveaux d'intensité différentes. Dans la zone rouge, l'endommagement est maximal, avec des effondrements de toit, par exemple, tandis que dans la zone jaune, les dommages seront un petit peu diminués, mais il y aura quand même une nécessité de maintenance sur les réseaux électriques et d'eau, par exemple. Et à ce stade, dans la zone jaune, il faut déjà fermer l'aéroport. Donc contrairement à l'ancienne carte, on voit que c'est toujours le nord de l'île qui est le plus menacé, principalement à l'ouest d'ailleurs, côté Caraïbes. Par contre, le sud de l'île n'est maintenant plus du tout considéré comme sécurisé. Donc cette carte, elle présente quand même une avancée par rapport à l'ancienne, puisqu'à cette fois-ci, elle est basée sur une histoire éruptive plus complète de la montagne Pelée, et elle résulte de nombreuses modélisations de dispersion de cendres. J'y travaille encore aujourd'hui à cette carte en essayant cette fois-ci d'y implémenter la variabilité journalière des vents pour que cette carte soit encore plus précise.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Audrey, et encore une fois, félicitations. Pas mal de réactions de votre part d'ailleurs. J'en profite d'abord pour faire l'intermédiaire. Alberto Monti, le président du jury, d'abord vous félicite, visiblement. Merci beaucoup. Il a écouté vos propos. Plusieurs questions. La première, d'ailleurs, elle m'est venue aussi à l'esprit. Finalement, pourquoi vous avez choisi ce sujet-là et pourquoi ce volcan en Martinique? D'où vous est venue l'idée? J'ai fait un stage de master en fait à l'Observatoire de la Montagne Pelée en master 1 en fait je pense qu'on peut le dire très simplement, je suis vraiment tombée amoureuse de cette île et de ce volcan, de son histoire. C'est un volcan très célèbre pour les volcanologues puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'éruption de 1902 est encore aujourd'hui l'éruption une des éruptions les plus meurtrières de tous les temps et l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle. Donc c'est vraiment un volcan fascinant. Les habitants là-bas sont très très imprégnés par lui, par sa présence. Donc c'était difficile de rester de marbre. Et ensuite, je suis restée en contact avec les chercheurs travaillant sur ce volcan et quand ils m'ont proposé ce sujet, j'ai pas hésité une seule seconde. Autre question, est-ce qu'on pourrait remonter, vous voyez que la personne vous a bien écouté, est-ce qu'on pourrait remonter au-delà de 24 000 ans? Et durant ces 24 000 ans, connaissons-nous toutes les éruptions? Vraiment. Alors on peut tout à fait remonter au-delà de 24 000 ans. Moi je me suis arrêtée là car c'est à partir de là que la Pelée est dans sa dynamique actuelle. On va dire, elle faisait des éruptions un petit peu différentes avant, mais ces éruptions ont déjà été étudiées par d'autres chercheurs. Et en fait, on connaît maintenant très bien l'histoire volcanique de quasiment toute la Martinique, donc depuis plusieurs millions d'années. Donc oui, on peut remonter en arrière encore, mais c'est moins intéressant puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que va faire la Pelée dans le futur. Et en fait, elle est sur une phase qui dure depuis 24-25 000 ans. Donc c'est vraiment cette période-là qui nous intéresse puisqu'elle nous impacte encore aujourd'hui. Et ensuite, l'autre question, on ne connaît jamais vraiment toutes les éruptions. C'est pas possible puisque sur le terrain, on va retrouver des traces que des plus puissantes. Donc les deux types dont je vous ai parlé, et après elle peut faire des éruptions qu'on appelle phréatiques, qui vont mettre en jeu que le système hydrothermal du volcan, comme l'éruption de 76 à la Soufrière de Guadeloupe. Et ces éruptions-là sont de plus petites ampleurs, donc on n'a aucune trace sur le terrain. Donc on aura toujours un angle mort, si je puis dire. Alors, autre question, plus personnelle, qui est posée. Quels sont vos projets professionnels à venir à partir de maintenant ? Alors, moi, mon projet, il est le même depuis que j'ai 5 ans. Je veux être volcanologue et faire de la recherche fondamentale là-dessus. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est plutôt pas mal parti. Mais c'est toujours difficile de trouver... C'est un club très fermé ? Oui. Globalement, la recherche fondamentale, c'est assez difficile d'obtenir un poste fixe, mais j'abandonnerai pas. Hein. On voit que vous avez la volonté. Justement, ce sera la dernière question avant de se séparer. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui aimeraient proposer leur candidature au prix CCR? On pense à l'année prochaine, par exemple. Eh bien, déjà, il faut oser. Parce que, en fait, moi, j'ai été fortement encouragée par mes directeurs de thèse à le faire. De moi-même, je ne sais pas si j'aurais osé. Parce que quand on fait une thèse, on est quand même la tête dans le guidon, si je puis dire, pendant 3 ans. C'est difficile d'avoir un recul sur son sujet, sur la qualité de notre travail. C'est beaucoup de moments de doute, une thèse. Donc c'est très difficile de se dire, voilà, j'ai fait mon boulot, je l'ai fait bien, donc je vais présenter un prix. C'est pas quelque chose qui est naturel, on va dire. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'oser. D'oser, de se faire plaisir et de se dire que de toute manière, on participe à la médiation de la science fondamentale et que rien que ça, c'est déjà beaucoup. Bon, osez, j'imagine, Antoine Quentin, que ça vous fera plaisir. Peut-être un tout petit mot de conclusion. Écoutez, c'est ça que vous dites pour les la prochains meilleure candidats. ambassadrice pour les candidats de l'an prochain. Effectivement, c'est vraiment chaque année passionnant de lire ces thèses. Et donc, voilà, j'ai hâte d'être l'an prochain pour une nouvelle édition du prix. Et puis encore bravo à Audrey pour vraiment la qualité de ses travaux. Merci.